Chers amis de Paix et Guerre, je suis heureuse de vous retrouver pour une mondoscopie. Nous sommes le 13 mai. Alors, quelques petites annonces. D'abord, il va y avoir ce samedi à 11 heures un nouvel entretien géopolitiquement incorrect où j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Meillan, qui est économiste, qui est spécialiste des questions énergétiques, et nous en parlerons donc abondamment. Donc je vous invite à regarder cet entretien, cette EGI, ce samedi à 11 heures. Deuxièmement, je vous fais une annonce, celle d'un nouveau format pour les impatients. Pour ceux qui veulent, peut-être pour un auditoire aussi plus étudiant, qui n'est pas habitué malheureusement à écouter, à prendre la peine d'écouter des émissions longues, parfois trop longues. Il y a donc un nouveau format sur Paix et Guerre qui sortira, je ne sais pas encore si c'est le samedi ou le dimanche, on va décider, mais qui sera en fait un tout petit, alors minuscule, ce qui pour moi est un défi, en 9 minutes, un petit récapitulatif des 3 points essentiels de la semaine géopolitique, mais vraiment de manière lapidaire. Voilà. Donc, la première, c'est ce week-end. Je vous dirai quand, si on le sort samedi soir ou dimanche, je ne sais pas encore. Bien. Ensuite, likez, partagez, abonnez-vous, soutenez-nous, Tipeee, en devenant membre du Cercle de Paix et Guerre, bien sûr. Ça, je suis toujours ravie quand je vois que nous sommes plus nombreux. Pour les clés du monde, là, il y en a 2 qui vont sortir très rapprochées l'une de l'autre parce que la semaine dernière, je n'ai pas pu. Voilà, donc merci et aussi de faire des commentaires, des critiques, des questions, ce que vous voulez. Sachez que quand vous êtes membre du Cercle de Paix et Guerre, évidemment, vous avez droit à des contenus exclusifs, hein, juste pour vous, et un grand direct aussi avec moi une fois par mois. Alors, aujourd'hui au programme 2 points. Le premier, c'est bien sûr le voyage de Trump à Pékin pour rencontrer son homologue chinois, le président Xi. Voilà, premier point, où ils vont parler d'énormément de choses, mais on ne sait pas encore ce qui va en sortir, et c'est assez compliqué. Et le deuxième point, qui sera consacré, en fait, à des développements que je trouve personnellement très inquiétants et que je voudrais partager en fait avec vous, parce que évidemment personne n'en parle ici, mais on devrait en tout cas s'y intéresser. C'est la suite du durcissement dont je vous parle déjà depuis quelques semaines, visible et audible de plus en plus à Moscou, durcissement de la posture russe d'une manière générale, pas seulement sur l'Ukraine elle-même, mais aussi vis-à-vis de l'Europe, mais aussi vis-à-vis de l'OTAN, mais aussi d'une manière générale sur la scène mondiale. Voilà, donc deux points essentiels qui font qu'on peut s'attendre, à mon avis, à une inflexion importante des positions russes sur un certain nombre de points à moyen terme. Alors, visite de Trump en Chine. Bon, au moment où j'enregistre, c'est-à-dire mercredi, début d'après-midi, j'ai attendu au maximum, mais enfin, le président américain est déjà à Pékin. C'est un sommet de 2 jours. Trump le voulait en fait depuis plus de 6 mois. Il l'a remis une première fois parce qu'il y avait évidemment le lancement de son attaque avec Israël contre l'Iran en février. Donc il avait voulu ce premier sommet, il l'avait obtenu, il s'était plus ou moins invité, si vous voulez d'ailleurs, à Pékin, mais bon, il a dû l'annuler, d'autant plus que, évidemment, vu la manière dont les opérations ont très vite tourné en défaveur du camp israélo-américain, en dépit de tout ce qu'on peut raconter en matière de propagande, c'est quand même le cas. Il n'y a vraiment que les aveugles pour ne pas le voir aujourd'hui. Et donc, comme le fiasco s'est très vite montré, si vous voulez, il n'était plus question d'une telle visite, elle n'était plus du tout opportune, et Trump s'est dit, bon, il faut que j'y aille, mais il faut que j'y aille évidemment en position de force, et naturellement, certes ça a mal commencé, mais enfin, je vais retourner la situation en faveur des États-Unis, et j'irai à Pékin en position de force face à Pékin, bien sûr, grâce à ce que je suis en train d'essayer de faire en Iran, c'est-à-dire mettre ce pays par terre. Bon.
Donc en fait, l'idée trumpienne et l'idée américaine, c'était d'arriver pour un grand reset en position de force. Là, on a plutôt l'impression que Trump va un peu à Canossa, parce que finalement, tout ce qu'il espérait faire, c'est-à-dire arriver et pouvoir imposer à Xi Jinping un grand accord commercial, un grand marchandage commercial qui soit favorable aux États-Unis, un découplage avec la Russie, n'est-ce pas, ou en tout cas des gestes chinois dans ce domaine. Tout ça, ça n'est absolument plus d'actualité. Quant à l'Iran, où il s'imaginait que là, il allait coincer les Chinois par rapport à leur livraison de pétrole après le premier succès qu'il avait eu au Venezuela, eh bien, ce n'est pas du tout le cas non plus. Pourquoi ? Parce que simplement, la Chine n'a pas de problème de pétrole, elle est même en train d'en exporter et elle récupère ce qu'il lui faut par la Russie, par le Brésil d'ailleurs aussi. Donc là, si vous voulez, tous les calculs américains en fait sont tombés à l'eau. Voilà, cette action en Iran est terriblement négative en fait du point de vue de la posture américaine, du rapport de force américain face à Pékin. Donc, on peut dire certainement qu'au sommet de l'agenda, il y a l'Iran, certainement, dont il va être question. Il va être question aussi de terres rares, bien sûr, de questions technologiques, de la question des droits de douane, mais là aussi, ce qu'a essayé de faire Donald Trump, ça a fait pchit, puisque les Chinois ont tout de suite répliqué que oui, mais enfin, il fallait quand même pas que les Américains oublient que les Chinois avaient un monopole sur des terres rares qui leur sont absolument essentielles. Taïwan, n'en parlons pas. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, cette année 2025, celle de sa prise de pouvoir, qui devait être couronnée de tout un tas de succès en matière internationale, pour l'instant, gros échec. En plus, en matière de droits de douane, je rappelle que la Cour suprême américaine a déclaré que toutes les mesures voulues par Trump, tous ces tarifs qu'il imposait à la planète entière, en fait, étaient inconstitutionnels. Bon, c'est en cours, il y a toute une joute juridique au sommet, si j'ose dire, du côté américain, mais enfin, pour l'instant, tout ça a fait pchit. Donc, il va à Canossa, ce qui n'est évidemment pas du tout dans son... Enfin, c'est pas son tempérament, c'est pas son caractère. C'est l'inverse de ce qu'il voulait. C'est la Chine qui a clairement du levier, si vous voulez, des cartes en main face aux États-Unis, sur le commerce, sur l'Iran, parce qu'à vrai dire, c'est la Chine qui est aujourd'hui en position de force vis-à-vis de l'Iran, en pouvant faire, si elle le souhaite, pression sur l'Iran pour que l'Iran assouplisse un tout petit peu ses positions de plus en plus durcies. Ou bien elle peut aussi ne rien faire et laisser le conflit se poursuivre. Elle n'a pas besoin, elle n'est pas handicapée économiquement et énergétiquement, en fait, par le fameux contre-blocus de Trump, qui d'ailleurs lui-même est plus qu'une passoire, ça ne se passe pas du tout non plus comme il le souhaite. Chers amis, laissez-moi vous parler quelques instants de notre partenaire NordVPN. Sur cette chaîne, nous parlons souvent de souveraineté, de la capacité des États à protéger leurs frontières, leurs intérêts, leurs infrastructures stratégiques. Mais il existe une autre forme de souveraineté, plus discrète, la souveraineté numérique individuelle. Chacun de nous laisse des traces sur le net. Adresse IP, habitudes de consommation, données de navigation. Nous sommes devenus en quelque sorte des territoires numériques et la question est simple. Qui contrôle cet espace ? Un service comme NordVPN permet de reprendre une partie de ce contrôle. Concrètement, votre connexion est chiffrée, votre adresse IP est masquée et votre activité en ligne devient beaucoup plus difficile à exploiter. En un clic, vous pouvez aussi changer d'emplacement virtuel. C'est très utile, notamment si vous êtes en déplacement à l'étranger et que vous souhaitez accéder à vos services français habituels, ou simplement si vous ne souhaitez pas que votre localisation réelle soit systématiquement utilisée. Mais la souveraineté numérique ne consiste pas seulement à se cacher. Elle consiste aussi à se protéger activement.
activement. NordVPN propose une fonctionnalité appelée protection anti-menace. Elle reste active même sans connexion VPN permanente. Concrètement, elle bloque les sites frauduleux, vous avertit en cas de tentative de phishing, elle bloque les trackers publicitaires qui collectent vos données et elle bloque aussi certaines publicités intrusives. La souveraineté des États repose sur la protection de leurs frontières, la souveraineté individuelle repose aujourd'hui sur la protection de nos données. Si vous souhaitez naviguer avec plus de sérénité, NordVPN propose actuellement, via notre lien en description, 4 mois supplémentaires offerts pour un abonnement de 2 ans et bien sûr toujours la garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Un grand merci à NordVPN de nous soutenir dans la durée, à l'année, pour nous permettre de vous offrir des contenus de qualité. Si Trump décidait de reprendre les frappes contre l'Iran, en fait, du point de vue chinois, c'est plutôt, je dirais pas une bonne nouvelle, mais presque, si vous voulez, parce que la Chine a donc le temps, elle peut continuer à soutenir l'Iran, non pas militairement, mais monétairement, financièrement, et aussi par tout un tas de livraisons, si le blocus se poursuivait. Il y a des produits via le Pakistan qui passent, et surtout, au plan diplomatique et stratégique, c'est tout bénéfice, si j'ose dire. Elle devient encore plus centrale, et elle deviendra encore plus centrale et vitale pour faire la paix au Moyen-Orient. Voilà, donc ce dont j'ai parlé depuis plusieurs mondoscopies, c'est-à-dire que c'est l'avenir en fait du contrôle et des influences sur l'espace moyen-oriental qui est en cours, qui est en jeu. Et les Américains ont lancé les dés, ont pris des paris qui se révèlent, n'en déplaise voilà, à ceux qui prétendent le contraire, enfin qui pour l'instant ne se révèlent pas du tout couronnés de succès. Bon. Donc la guerre peut continuer, si Trump ne veut pas l'arrêter, ça va jouer en faveur de la Chine. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu comme au Vietnam, si vous voulez. À la fin, c'est quand même Kissinger qui passait sa vie à Pékin, puis Nixon qui y est allé, qui a reconnu la République populaire de Chine. Bon. Il faut savoir aussi que le style diplomatique chinois est un peu aux antipodes du style américain. C'est-à-dire les Chinois font toujours des déclarations assez dures et froides publics, mais ils sont extrêmement courtois dans le cours de la négociation, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont faibles. C'est juste une autre approche du dialogue et de la diplomatie. Les Américains, c'est l'inverse. Ils font, alors dans le cas de Trump, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, c'est-à-dire ils font tout et son contraire, mais souvent ils ont des déclarations sur le thème, on va faire des accords, on va faire des choses, et puis après, quand on est en négociation avec eux, ils sont extrêmement intransigeants, voire complètement léonins. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont plus le manche, en fait, simplement, de la gouvernance mondiale. Bon, donc, que peut chercher Trump, lucidement, si vous voulez, exactement il ne peut pas imaginer seulement découpler la Chine de la Russie, c'est tout l'inverse qui s'est produit, et notamment depuis l'Ukraine, mais avec l'Iran, ça ne s'améliore pas. Il n'aura pas son big deal commercial. Rien n'a marché, si vous voulez, comme prévu, en fait. Donc il est dans une position de faiblesse insigne. Il a précipité lui-même sa déconfiture. Et en fait, ce conflit contre l'Iran est devenu un peu l'incarnation du déclin impérial américain. Déclin à la fois militaire, bon, ça c'est assez clair, déclin stratégique, déclin politique, déclin financier et déclin bien sûr moral. Là, dans la suite de tout ce qui s'est passé avec Israël depuis 3 ans, là, on voit bien que cette agression comme ça, from scratch, contre un pays qui ne nous agresse pas, quels que soient les motifs invoqués, la guerre préventive, la bombe imminente iranienne, etc., enfin, tout ça ne tient pas. Et en fait, il n'a pas de plan, c'est une impasse totale. Bon. Je ne pense pas qu'il souhaite relancer une guerre ouverte avec Téhéran, mais il faut savoir qu'il est quand même sous très forte pression, à la fois des néoconservateurs qui l'entourent pour beaucoup, bien sûr d'Israël, qui est déjà en train d'expliquer partout que si par malheur les États-Unis ne relancent pas la guerre pendant qu'il en est encore temps, parce que là c'est la fenêtre d'opportunité idéale, eh ben, il faudra finir le travail un jour ou l'autre, donc ça continuera,
continuera, le harcèlement continuera. Bon, bref, Israël explique sans arrêt que l'Iran ne sera pas tranquille, jamais. Et c'est précisément l'inverse que cherche Téhéran, c'est-à-dire tout sauf un retour au statu quo ante, un vrai changement de paradigme, à la fois économique, financier, mais aussi politique et diplomatique à l'échelle régionale et à l'échelle globale, c'est-à-dire revenir dans le jeu global. Bon. Donc, ce qui est sûr, c'est que les manœuvres militaires qui se poursuivent, même si les Américains sont coincés, ne sont pas du tout une substitution à la diplomatie, si vous voulez. Ça ne fait que retarder la sortie de crise qui doit passer par un vrai cessez-le-feu, par le retrait du blocus américain et par un minimum de dialogue sérieux sur la base des préoccupations iraniennes. Enfin, je rappelle que c'est quand même le pays attaqué. Donc, pour l'instant, il n'y a toujours pas, à ma connaissance, de négociations directes entre Américains et Iraniens. Ça passe toujours par le Pakistan ou par d'autres. Et les Iraniens, ils sont arc-boutés sur leur plan en 10 points, celui d'avant. Ils n'ont plus confiance. La mauvaise foi américaine ne passe plus du tout, en fait. Et les Américains, eux, ils continuent à avoir des demandes complètement hors de propos, complètement irrecevables, en fait. Parce que si on considère la réalité, encore une fois, sur le terrain, ils ne sont pas en position d'avoir ce type d'exigence du tout. Ils n'ont pas la main haute. Alors, du côté iranien, on ne veut pas l'escalade, on tient à la contrôler, c'est pour ça qu'ils frappent sur les Émirats, qui en plus beaucoup aidé Israël et s'en rapprochent, et ont aidé aussi les Américains pendant les 40 jours. Donc, ils ne tapent pas directement, je crois, sur les navires américains, même s'il y a des informations sur l'inverse. Bon, mais enfin, je n'en sais rien, donc je préfère... Mais on reste quand même au bord du dérapage possible, mais les Iraniens, ils sont prêts au pire. Ils font des déclarations sur le thème, c'est soit ce qu'on veut, c'est-à-dire un vrai changement, soit on aura d'autres choix que de se préparer à se battre et à sauver, en tout état de cause, notre souveraineté et notre État. Et les représailles, à la fois économiques et financières pour l'économie mondiale, mais évidemment militaires sur toute la région, seront terribles. Bon, ils expliquent même qu'ils sont désormais la 4e puissance mondiale, et que ça n'est pas de mal la veille qu'ils vont perdre le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc en fait, tout se durcit, si vous voulez. Les gardiens de la Révolution ont le détroit d'Ormuz sous leur contrôle, très étroit, et expliquent que toute nouvelle tentative américaine d'interférence dans le régime maritime iranien sur le détroit qu'ils ont mis en place, vous savez, avec notification... des permissions ou pas de passer, bref, tout ça, ce sera considéré comme une violation du cessez-le-feu, donc ça permet à la partie iranienne éventuellement de relancer les hostilités, ce qu'elle ne souhaite pas néanmoins. Mais ce qu'on peut voir, c'est que donc, cette tentative américaine d'escorter les navires, ça s'est révélé quand même un vaste sketch. Et en plus, là, il y a une déclaration du porte-parole de la commission parlementaire iranienne, Ibrahim Rezaï, qui vient de dire que toute nouvelle frappe américaine ou israélienne sur l'Iran pourrait le pousser à augmenter son niveau d'enrichissement, non plus à 60%, mais à 90%. Donc là, on se rapproche des zones nucléaires. Bref, donc les pressions sur Trump sont immenses. Les opérations israéliennes, d'ailleurs, que ce soit à Gaza ou au Liban, se poursuivent. Donc tout ça, évidemment, est destiné à faire en sorte que la situation pourrisse et que les Iraniens en aient assez, puisque ce sont des violations des conditions qui avaient été, soi-disant, acceptées et même encouragées par les Américains vis-à-vis d'Israël pour arriver à une négociation. Bon. Donc pour en revenir à la visite en cours de Trump à Pékin, en fait, moi, je vois deux issues possibles. Soit ils arrivent à s'entendre et il n'est pas impossible qu'il y ait l'annonce d'une initiative par la Russie et par la Chine à laquelle les Chinois pourraient proposer aux Américains de s'associer, à voir. Et là, ce sera vraiment qui tout double.
Mais vous savez qu'on parle de cette initiative sur une nouvelle architecture de sécurité régionale, donc pour le Moyen-Orient, qui serait parrainée par la Russie et la Chine, mais qui inclurait les Saoudiens, les Iraniens, les Koweïtiens, les Qataris. Voilà, donc ça c'est... Si vous voulez, on voit bien que les Chinois essaient de proposer autre chose et de doubler et de casser en fait la logique américaine qui est, elle, de continuer à diviser pour régner. Bon. Donc, est-ce que Xi Jinping va parler de ça avec Donald Trump? Est-ce que Donald Trump va faire mine de trouver ça bien ou même trouver que c'est une porte de sortie honorable pour lui? Est-ce que les Chinois vont le laisser, non peut-être pas s'arroger évidemment l'initiative, enfin la prendre à son compte, à son crédit, mais en tout cas s'associer sur le thème, voilà, on fait quelque chose d'un peu intelligent, d'un peu inclusif, et on arrête les frais en Iran, ce qui permettrait aux États-Unis de faire repartir leur armada, qui coûte non seulement une fortune, mais qui en plus est difficile de la faire repartir la queue entre les jambes, si vous voulez. Donc voilà. Est-ce que, en gros, Xi va pouvoir proposer une façon à Donald Trump, une manière pour Donald Trump de sauver la face en participant à cette initiative de sécurité régionale, de nouvelle architecture de sécurité régionale, ou pas? Est-ce que Trump va comprendre que c'est sa chance? Est-ce qu'il va la saisir? Et s'il ne la saisit pas, si ça se passe mal, si la visite se passe mal d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire s'il ne comprend pas dans quelle posture il est véritablement, s'il continue à croire qu'il a des cartes en main alors qu'il n'en a presque plus, eh bien là, ça, si vous voulez, le caillou tombe du mauvais côté ou la pièce tombe du mauvais côté. Sachant qu'ils sont en train de perdre leur influence sur le Golfe, que la fermeture d'Ormuz les condamne au discrédit et à l'humiliation et à une crise économique, est-ce que Trump ne va pas choisir le pire, c'est-à-dire la stratégie du chaos, c'est-à-dire relancer les frappes, même si ça ne se passera pas bien, si ce sera long, si c'est politiquement très compliqué pour lui, mais vous savez, l'imaginaire guerrier américain est quand même très particulier, et dans le cadre de cette administration est quand même assez décorrélé du réel. Et en tout cas, voilà, l'idée, ce serait, bon, bah écoutez, on y va, c'est après nous le déluge, on fera en tout cas en sorte, pour le bénéfice d'Israël, mais aussi pour le nôtre, que l'Iran ne devienne jamais une puissance régionale, ou pas avant extrêmement longtemps, en détruisant un maximum ce pays. Bon. Donc ça pourrait être le prélude à une relance des frappes. Donc, malheureusement, on est mercredi, c'est le jour du sommet, il y a encore demain, je crois. Donc je ne peux pas vous dire ce qui en ressort, on en parlera dans la première édition de Périscope ce week-end, de mon nouveau format mini. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est ou bien la porte de sortie intelligente, ou bien le choix du chaos global avec des conséquences économiques colossales pour la planète. Voilà. S'il relance l'offensive, parce que ce sera une démonstration de nouveau d'un désastre en fait pour les États-Unis et un nouveau gain d'influence pour la Chine et pour ceux qui jouent avec elle, qui jouent la carte chinoise. Alors, ce que ça montre, et puis après je passe tout de suite à la Russie parce que c'est déjà trop long, eh bien c'est que il y a de tels calculs, des calculs tellement outranciers en fait du côté américain, que ça renforce quand même l'idée qu'en fait ce qu'ils font, ça va très au-delà de l'Iran, ça va même très au-delà de la question nucléaire, mais ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le déploiement d'une stratégie beaucoup plus vaste et beaucoup plus destructrice à mon avis. Derrière cet activisme militaire américain tous azimuts depuis que Trump est revenu au pouvoir, il y a en fait une nouvelle doctrine impériale américaine qui consiste à mettre le feu aux poudres partout, voilà, et à fomenter, et à creuser le plus possible les divisions, les conflits, les crises, pour que le monde soit divisé en plusieurs zones de conflits, si vous voulez, mais de conflits permanents, de conflits
d'abcès, si vous voulez, que ce soit en Europe, l'Europe contre la Russie, hein, le Japon contre la Chine et le Moyen-Orient et Israël. Sauf que là, il y a les pays sont en train de voir la situation avec beaucoup de prudence et de se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément intérêt à s'aligner avec Israël contre l'Iran. Bon, mais en tout cas, cette approche, elle est très transparente, elle est très cynique, et c'est un cynisme de plus en plus, évidemment, désespéré face au démenti du réel, hein, au fait que les calculs ne sont pas gagnants. Ça ne marche pas, et ça met encore plus à mal ce qui restait d'hégémonie et de surplomb possible et de crédibilité américaine, et ça accélère la fameuse bascule du monde, le shift, si vous voulez, radical en faveur de la multipolarité. Donc en fait, cette guerre, c'est un peu un coup de grâce que l'Amérique s'est portée à elle-même, toute seule, comme une grande, si j'ose dire, en refusant l'évolution du monde, en refusant d'y chercher sa place intelligemment, et en prétendant vouloir écraser les autres, y compris la Chine, pour rétablir une forme d'hégémonie, comme si c'était possible, voilà, dans ce nouvel équilibre. Bon. Alors, deuxième point tout de suite, sans transition, donc je veux attirer votre attention sur la poursuite du durcissement de la posture russe vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis. Et je veux revenir sur une interview que j'ai écoutée, même si j'écoute cette personnalité russe déjà depuis plusieurs années, parce que ce qu'elle dit généralement signifie certaines choses, certaines inflexions à la politique russe. C'est l'interview donc de Sergei Karaganov par Glenn Deason. Glenn Deason, c'est un académique, comment dirais-je, je ne sais plus s'il est norvégien ou danois, qui a une chaîne YouTube très intéressante sur laquelle il reçoit énormément de gens, des politiques, des analystes, des militaires et des grands professeurs, bien sûr, les Mearsheimer, les Sachs, etc., pour parler des affaires du monde et des conflits en cours. Bon, alors c'est une chaîne que je vous invite à suivre hein, sur YouTube. Je ne vais pas mettre le lien de l'interview de Karaganov par Glenn Deason, parce que évidemment, il va y avoir encore de grands esprits, n'est-ce pas, butés et bornés, qui vont expliquer que je relais la propagande russe. Je ne relais pas du tout la propagande russe. Je pense qu'il est très très utile pour nos élites politiques, militaires, diplomatiques, intellectuelles et pour tout un chacun d'écouter j'allais dire les leaders d'opinion russes. Voilà, quand même, on est quand même dans un conflit de plus en plus compliqué, de plus en plus enquisté face à la Russie, et donc ça me semble très important. Au lieu voilà, parce que nous on est entêtés, on a un niveau d'indigence quand même dans la pensée stratégique qui est à la mesure de notre impuissance concrète, si vous voulez, parce qu'on n'arrive plus à modeler le réel comme on le souhaite pour que ça colle à nos fantasmes, et du coup on ne veut plus parler, on ne veut plus savoir, on ne veut plus voir, on décrète que tout ce qu'on dit du côté russe c'est de la propagande. Bon, le problème c'est que c'est ce qui forme la manière dont les Russes pensent non seulement le conflit en Ukraine, mais leur relation avec le reste du monde, que ce soit d'ailleurs avec l'Europe, l'OTAN, la Chine, les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Iran. Bon. Donc on se perd dans un tunnel très très noir, qui est celui du déni de la réalité, bien sûr. Bon, je reviens à cette interview. Donc moi, je pense qu'il faut que vous alliez la trouver sur YouTube, c'est pas compliqué. C'est une interview extrêmement inquiétante. Bon, Sergei Karaganov, ce n'est pas Vladimir Poutine, il n'est pas au pouvoir. Il dirige un conseil pour la politique étrangère et de défense russe, qui est une sorte d'institut d'analyse, si vous voulez, des questions de sécurité. C'est quand même, donc c'est un économiste, c'est un politologue, c'est un géopolitologue, c'est une tronche, on va dire, pour parler très familièrement. C'est le doyen de la fac mondiale des affaires internationales de l'École supérieure d'économie de Moscou. Voilà, c'est le vice-président de l'Institut de l'Europe. C'est surtout un ancien conseiller, c'est pas
c'est pas un universitaire perdu, reclus dans ses universités, si vous voulez. C'est un ancien proche de Yevgeny Primakov, qui a été ministre des Affaires étrangères russe, bien sûr. Donc c'est l'école réaliste russe, hein. Mais il a été avant ça, il a été conseiller, je crois bien de Brejnev, mais en tout cas de Gorbatchev, de Yeltsin et de Poutine, et il est proche de Vladimir Poutine, et il est dit proche de Vladimir Poutine, en tout cas on l'écoute, et il est proche aussi de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Donc ce n'est pas n'importe qui. Par ailleurs, il a fait aussi partie de la trilatérale. Alors ça peut paraître complètement étonnant, parce que la trilatérale, c'est une institution, c'est un club c'est un club privé, hein, qui est né dans les années 70, ce qu'on appelle la conférence trilatérale, pas la trilatérale, c'est le surnom, qui est issu de Bilderberg, qui est issu du Council on Foreign Relations américain, donc vraiment les structures très, très atlantistes, très ultralibérales, occidentales, où se trouvaient Kissinger, Rockefeller, Brzezinski, enfin les grands géopolitologues américains aussi. Donc ça veut dire que c'est pas, si vous voulez, il n'est pas perdu dans sa grotte en train de réfléchir à la Russie d'une façon complètement renfermée, etc. C'est quelqu'un qui est extrêmement connecté et influent. Donc quand il parle, et c'est aussi celui qui périodiquement envoie vers le pouvoir, vers le Kremlin, un certain nombre de propositions, d'amendements, notamment de la doctrine nucléaire russe. Il y en a eu plusieurs, à ma connaissance, il y en a eu 2, je crois, au moins, depuis le début de la guerre en Ukraine. Et il explique dans cette interview qu'il a proposé un certain nombre de nouveaux amendements de la doctrine nucléaire russe. Donc c'est un homme connu, reconnu, capable de traverser les lignes, capable de faire les liens, capable d'avoir des idées importantes, lourdes de conséquences. C'est quelqu'un aussi qui, depuis longtemps, explique que la Russie est en guerre, en fait. Elle ne le comprend pas, elle n'en prend pas toute la mesure, mais en fait, l'Occident lui fait une véritable guerre, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, le pôle occidental. Et en fait, Karaganov, il incarne un courant montant qui est un peu celui de ceux qui, dans les cercles de pouvoir et d'influence du Kremlin, perdent de patience. Donc il a des vues, si vous voulez, sur l'hostilité ancienne de l'Europe et de l'OTAN face à la Russie. Il considère qu'on est déjà entré dans une troisième guerre mondiale. Et ces positions, pourquoi? Alors, parce qu'il n'y a aucun règlement en vue sur l'Ukraine, sur la Russie, parce que l'Europe s'entête, parce que l'Europe désormais explique qu'elle se prépare à la guerre contre la Russie. Et, dit-il, ça commence à bien faire, c'est-à-dire qu'on est fatigué, nous les Russes, dit-il, on est écœuré, on est dégoûté par ce comportement, et on doit en tirer les conséquences. Et on doit, comme disent les chasseurs, changer de braquet. Parce que sinon, finalement, on se prête à un faux dialogue dans le vide qui ne produit rien. Les Occidentaux, les Européens croient qu'on bluffe, et ils continuent le harcèlement, et ils continuent les frappes, et ils continuent à aider l'Ukraine, et ils continuent à rendre l'abcès ukrainien purulent. Il n'y a aucun règlement en vue. L'esprit d'Anchorage, donc vous vous souvenez du sommet américano-russe d'août dernier, tout ça c'est du pipeau. Ça n'est pas vrai, il n'y a aucun esprit. On s'est moqué de nous. Et il y a cet abcès de fixation à notre frontière. Les Européens n'en démordent pas, continuent à fournir de l'argent à l'Ukraine pour la tenir à bout de bras militairement. Les provocations se multiplient, que ce soit en Baltique, en mer Noire, que ce soit les menaces sur Kaliningrad, que ce soit... bref. L'Europe poursuit son délire. Ça, c'est ce qu'il dit, encore une fois. Je vous parle de ce qu'il dit dans cette interview, mais je vous invite à aller l'écouter. L'Europe poursuit son délire, les sanctions continuent, nouveau paquet, elle se prépare à la guerre contre nous, il faut réagir. Il est urgent maintenant de réagir. On ne veut plus rien savoir en fait de l'Europe et des Européens,
on doit punir les provocations européennes. Et c'est là que ça devient très, très inquiétant, et c'est là qu'on devrait écouter. Parce que voilà ce qu'il dit, il faut en finir avec le régime de Kiev, donc il faut en finir, voilà, ça suffit, ça ne peut plus durer comme ça. Hein, bon. Et si l'Europe, une fois qu'on aura fait ça, ne comprend pas, eh bien, il faut admettre, il faut accepter de monter d'un cran, mais d'un cran sérieux, sur l'échelle de l'escalade, comme on dit. Il faut admettre l'escalade, il faut relancer l'escalade au lieu de toujours chercher à ne pas répondre aux provocations. Et il faut oser, éventuellement, aller jusqu'à une frappe nucléaire, probablement tactique, hein, vu les portées, hein, les distances. Il faut assumer de faire ce pas pour que les Européens retrouvent leurs esprits et comprennent le danger que représente en fait une Russie qui n'en peut plus d'être harcelée à ses frontières. Voilà. C'est quelqu'un, hein, il faut se souvenir qu'en amont de la guerre, du lancement, et alors lui il parle de guerre, hein, il ne parle pas d'opération militaire spéciale, la Russie maintenant aussi parle de guerre, mais pendant longtemps ça a été l'opération militaire spéciale, etc. Lui il dit que c'est vraiment, on est en guerre, donc il faut quand même en tirer des conclusions quand on est russe. Voilà. Il explique aussi, oui, je disais qu'avant 2022, avant février 2022, c'est lui qui disait qu'en fait, la Russie n'a pas eu d'autre choix que d'entrer en Ukraine pour éviter la reprise du Donbass, pour éviter l'offensive qui se préparait, en fait, otanienne via l'Ukraine. Bon. Et parce que ça aurait été pire si le Kremlin n'avait pas pris la décision de son opération militaire spéciale, mais bon, ils ont cru que ça allait se terminer vite, qu'il allait y avoir un accord, et on n'en a pas voulu, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Donc il explique que la Russie n'est pas européenne, même si la culture européenne a enrichi la culture russe, elle est eurasienne, la Russie. Donc en fait, elle nous tourne le dos. Le sujet n'est pas d'aller prendre l'Europe. La Russie n'a absolument pas besoin d'aller prendre l'Europe, conquérir l'Europe. Simplement, il faut mettre un holà au délire des leaders européens qui sont devenus fous et extrêmement dangereux. Et il dit, leurs peuples vont finir par les chasser, mais pour l'instant, ça n'est toujours pas le cas. Ils n'ont pas encore compris que leurs élites les trahissaient. Et la Russie a fait l'erreur depuis 4 ans, et même auparavant, de tenter le dialogue, de miser sur la reprise d'une relation intelligente avec l'Europe et avec les Américains. Et ça ne marche pas, c'était un marché de dupes. Donc la Troisième Guerre mondiale a commencé, tout est lié entre ce qui se passe sur le théâtre européen contre la Russie, ce qui se passe au Moyen-Orient contre l'Iran, mais ce qui est aussi évidemment contre la Chine et la Russie. Il faut réagir, il faut punir la bêtise européenne, dit-il. Et ça renvoie à une déclaration de Poutine sur laquelle, évidemment, il y a eu un malentendu, parce qu'elle a été reprise partiellement et sortie de son contexte, hein, qui était celui d'un discours de Poutine, après, au moment des célébrations du 9 mai, où on a vu partout, Poutine déclare que ce sera bientôt la fin de la guerre. Non, ce n'est pas ce qu'il a déclaré. Si vous regardez les déclarations, si vous regardez le discours en lui-même traduit, il espère que ce sera bientôt la fin de la politique de confrontation voulue par l'Europe et les États-Unis contre la Russie. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Est-ce que ça va amener à la fin de la guerre? C'est une autre affaire. Il pense qu'il y aura des changements dans les gouvernements européens. Bon, là, ça renvoie évidemment à la politique russe, qui est de jouer effectivement la division en Europe. Ça se comprend du point de vue russe. Et ce que dit Poutine, c'est qu'en fait, la politique des leaders européens d'hostilité radicale contre la Russie a échoué. Les élites politiques européennes sont elles sont entraînées dans un grand discrédit progressif, mais de plus en plus clair.
Alors, bon, vous me direz, pendant ce temps, en Ukraine, les dégâts se poursuivent. L'offensive russe se poursuit, les avancées russes se poursuivent. C'est la guerre des drones dans les deux sens. Les Ukrainiens continuent leurs attaques sur des zones civiles, bien sûr. Le ministre des Affaires de la Défense, comment dirais-je, allemand, est allé là-bas, donc Boris Pistorius, en Ukraine, pour discuter avec les Ukrainiens de la production de drones ayant une portée de 1500 km. Donc vous voyez, on continue en fait, on continue. Il y a des frappes partout, hein. Il y a des frappes russes partout, mais il y a des frappes ukrainiennes aussi partout, Bryansk, soumis dans l'autre sens, enfin bref, c'est Kharkov, Odessa, bon. Donc, on est vraiment dans une situation où plus rien n'avance, c'est clair, en termes de règlement de paix, bien sûr, et où, en Ukraine, ça se dégrade, et je terminerai là-dessus, considérablement pour les Ukrainiens et pour le pouvoir, surtout ukrainien, puisque les affaires de corruption, maintenant, démontrent, sont toujours... il y a des descentes qui sont faites par les organismes anticorruption qui sont quand même à la main encore des Américains. Et puis, il y a surtout eu une interview que je vous invite aussi à écouter, qui est celle de l'ancienne porte-parole de Zelensky. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une pro-russe. Elle est partie, mais elle a été très longtemps farouchement anti-russe, pro-ukrainienne. Enfin, elle travaillait pour le pouvoir directement. Et là, elle se met à table, elle dévoile en fait ce qui se passe véritablement dans les allées du pouvoir ukrainien, ce qui se passe en matière de corruption, ce qui se passe sur tout un tas de sujets. C'est une interview très intéressante à écouter, qui naturellement ici est totalement passée sous silence, bien sûr. Mais évidemment, on peut comprendre pourquoi on ne va pas sous silence, parce qu'elle met à mal tout le narratif, comme on dit, européen, français, anglais, sur le caractère pur et démocratique du régime de Kiev, et donc sur la légitimité qu'il y aurait à continuer à nourrir par des dizaines de milliards européens le régime de Kiev pour qu'il se batte furieusement contre la Russie. Voilà. Donc là, évidemment, ça met à mal un petit peu tout ce qu'on dit dans nos pays, et tout ce qu'on dit aussi à Bruxelles, et tout ce que dit une Kaja Kallas, et tout ce que dit une Ursula von der Leyen. Bon, là, on commence à soulever le couvercle d'un énorme pot plein de choses pas très ragoûtantes, et même assez scandaleuses, à vrai dire, qui concernent le pouvoir ukrainien. Voilà. Et tout ça, ça apporte de l'eau au moulin des durs en Russie, dont Karaganov, dont je vous ai parlé, qui disent qu'il est temps maintenant de remettre tout ça un peu à l'endroit, et que les Européens, comme les Américains, comprennent le plus vite possible, pour éviter d'en arriver à des extrémités dramatiques pour tout le monde, hein, pour la Russie comme pour l'Europe. Mais il est temps quand même que les leaders européens soit tombent dans leur turpitude, dit-il, soit changent de posture et retrouvent leurs esprits face à la Russie. Voilà. Ce sont les deux points sur lesquels je voulais revenir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Encore une fois, likez, partagez cette vidéo. Venez sur Paix et Guerre, abonnez-vous, c'est pas compliqué, c'est une petite cloche, vous avez toutes les notifications quand on vous les envoie, mais enfin, normalement, ça doit se faire. Et puis, pour les plus motivés et ceux qui en veulent plus, rejoignez-moi dans le cercle des amis de Paix et Guerre. Je vous souhaite une belle soirée, chers amis, et je vous dis à très bientôt pour Périscope, le nouveau format ce week-end, pour un entretien samedi avec Nicolas Meillan, un entretien géopolitiquement incorrect, et pour des clés du monde aussi qui arrivent. Merci, à très vite. Au revoir.